Il existe une croyance rassurante que nous partageons tous. Le feu ne ment pas. Un incendie détruit tout, mais laisse toujours quelque chose derrière lui. Des os, des dents, des traces, des indices de ce qui fut. Et pourtant, cette nuit-là, en Virginie occidentale, dans une petite ville nommée Fayetteville, le feu a pris 5 enfants, sans en rendre aucune preuve, aucun adieu. Ce que je vais vous raconter n'est pas une légende, ce n'est pas un conte à faire peur, c'est un dossier, classé, refermé, mais jamais accepté. Une équation dont la solution est une cicatrice à vif. Voici l'affaire Soder. Je m'appelle Thomas. J'avais 16 ans cette nuit-là. Je me souviens de la texture de cette veille de Noël 1945. C'était un moment de paix retrouvé, oui, mais chargé d'une étrange lassitude, comme si le monde avait retenu son souffle pendant trop longtemps et expirait enfin froidement. La journée du 24 décembre avait été chaleureuse. On avait entendu des rires venant de chez les Soder, une famille nombreuse, vivante. Georges, le père, était charpentier. Un immigré italien, solide, franc, trop franc parfois. Jenny, la mère, le cœur de cette maison pleine à craquer. 9 enfants. Du bruit, des disputes, de la vie. Une vraie vie. Ce soir-là, le 24 décembre, il avait neigé. Une fine couche blanche recouvrait les routes de terre et les toits de Fayetteville. Vers 22 heures, en rentrant chez moi après une visite à des cousins, j'ai vu la lumière des fenêtres des Soder, jaune, chaude. J'ai entendu un air de musique à la radio, puis plus rien. Le silence est tombé, lourd et doux, comme la neige. Réveillon de Noël 1945. Une famille réunie. Un poêle à charbon qui ronronne. Un arbre décoré. C'est l'image que l'histoire officielle a voulu garder. Un instant parfait, figé juste avant la chute. Mais dans toute image parfaite, il y a une fissure. Ici, ce n'était pas une fissure. C'était une porte entr'ouverte sur une autre réalité. Et quelqu'un, peut-être, regardait déjà à travers. Je dormais d'un sommeil profond, celui de l'adolescence épuisée par les fêtes. C'est un bruit qui m'a tiré du rêve. Pas un cri, pas un fracas, un coup, sourd, répété. Mon père a ouvert, des voix étouffées. Marion Soder, l'aînée, la voix cassée. C'est chez nous, le feu, vite. On est sorti sur le sol gelé. L'air était d'un froid coupant, et là, au bout de la route, j'ai vu, ce n'était pas une simple maison en feu, c'était une colonne de flammes orange et noires qui léchait le ciel d'encre. Pas de fumée lente, mais une fournaise vorace, comme si le cœur même de la maison avait explosé. Les flammes crépitaient avec un son gras, profond. On entendait le verre exploser, le bois gémir avant de céder. Et puis, un cri, un seul, aigu, étouffé trop vite. L'alerte a été donnée aux alentours d'1h du matin. Et déjà, les récits se contredisent. Qui a frappé? Marion Soder? Un voisin? Pourquoi si tard, alors que le feu devait être visible de loin? Le premier élément d'ombre, les Soder affirmeront plus tard qu'ils n'ont entendu aucune alarme, que leur téléphone était muet, que le monde semblait s'être endormi autour de leur brasier privé. On a couru. Mes pieds glissaient sur la neige durcie. L'air devenait chaud, même à distance.
trop chaud. Devant la maison dévorée, il y avait un groupe de silhouettes découpées par l'enfer. George Soder, en sous-vêtements, hurlait des noms dans la nuit. « Maurice, Martha, Louis, Jenny !» Jenny, elle, était comme pétrifiée, les yeux grands ouverts, refusant de comprendre. Les enfants rescapés en pyjama grelottaient, recroquevillés les uns contre les autres. Mon père a demandé « L'échelle, Georges, ton échelle !» Georges a tourné la tête vers le mur de la maison. Son visage s'est décomposé. Elle était pourtant là, toujours là. L'échelle, sa longue échelle de charpentier, avait disparu. Impossible d'atteindre les chambres à l'étage. On a tenté de former une chaîne avec des seaux d'eau tirés du puits. Une goutte sur un volcan. Les flammes semblaient nous repousser physiquement. Le souffle violent et chaud du feu. Puis, les sirènes. Enfin, les pompiers volontaires sont arrivés. Le chef vivait à 15 km, leur camion peinant sur la route glacée. Quand les premières lances ont craché, il était déjà trop tard. La charpente a gémi, puis s'est effondrée dans un nuage d'étincelles et de cendres chaudes qui nous ont brûlé le visage. À l'aube, sous un ciel gris de plomb, il ne restait qu'un amas fumant. Une odeur âcre de bois brûlé, de tissu calciné et autre chose. Une absence. On s'est mis à fouiller, avec des bâtons, avec les mains. Georges et Jenny, les ongles en sang, retournaient chaque débris. Les officiels sont arrivés. Un shérif adjoint a dit en tapotant les cendres du pied. Un feu de charbon dans le salon, ça arrive. Un accident tragique. Je regardais le tas de cendres où 5 enfants étaient censés reposer. Aucune forme reconnaissable, aucune densité d'os, juste de la poussière, une poussière étrangement uniforme. Le rapport officiel conclura à un accident. Un feu de cheminée ou de poêle. Les 5 enfants pris au piège auraient été entièrement consumés. Une crémation totale. Mais voilà, une crémation moderne, industrielle, nécessite des heures sous une chaleur extrêmement élevée et constante. Un incendie de maison, même violent, laisse presque toujours des fragments. Des fragments d'os calcinés, certes, mais des fragments. Des dents qui survivent à presque tout. Cette nuit-là, le feu de Fayetteville aurait accompli un miracle d'efficacité destructrice. Un miracle terrifiant. Les jours suivants, des détails ont refait surface. L'échelle de Georges, utilisée l'après-midi même, disparue. Le téléphone des Soders, coupé. Le standard local affirme n'avoir eu aucun problème. Le chauffeur de lait, à 4 heures du matin, jure avoir vu une masse sombre sur la route. Et les lignes téléphoniques pendaient plus bas que d'habitude, comme si on les avait tirées. Une jeune fille, plus haut sur la colline, a vu vers minuit 30 2 voitures stationnées près de la maison, des silhouettes se déplaçant rapidement. Une échelle manquante, des lignes peut-être sabotées, des véhicules suspects, pris séparément, ce ne sont que des curiosités, des coïncidences, mais les coïncidences, quand elles s'alignent, forment parfois un chemin qui mène loin de la version officielle. Le shérif, lui, n'a pas suivi ce chemin. L'enquête a été expédiée. Les débris ont été rapidement enterrés, dispersés. On a conseillé à la famille de faire son deuil, comme si on voulait recouvrir l'affaire de la même cendre qui recouvrait les ruines. C'est après le choc que les souvenirs anciens ont refait surface. Des choses que Georges avait dites à demi-mot et qu'on avait mises sur le compte de son caractère entier. Quelques semaines avant Noël, un homme était venu à la maison.
un colporteur, ou se faisant passer pour tel. Il avait regardé Georges droit dans les yeux et avait dit calmement « Votre maison va brûler, vos enfants vont griller à cause de ce que vous dites sur Mussolini. » Georges, un patriote fervent mais critique envers le régime fasciste en Italie, avait haussé les épaules, un illuminé. Puis, il y avait eu l'autre histoire. Georges conduisait son camion de bois quand un pneu avait éclaté. Le garagiste, en le changeant, lui avait montré la valve. Elle avait été dévissée, presque arrachée. Quelqu'un a voulu que vous ayez un accident, Georges. Et dans le village, on se souvenait d'une scène. Avant la guerre, Georges s'était emporté contre Mussolini, fort devant tout le monde à l'épicerie. Un autre Italien de la ville lui avait lancé « Tu parles trop, Soder. Un jour, ta langue causera du mal à ta famille. » L'air était devenu glacé. Après l'incendie, ses souvenirs ont pris un poids nouveau. Étaient-ils des avertissements ou des éléments sans lien que le chagrin assemblait en une sinistre mosaïque? Le temps a passé. Les autorités ont classé l'affaire. Mais Georges, lui, n'a jamais cessé de chercher. Et si l'on regarde froidement les pièces du puzzle, 4 scénarios émergent. 4 hypothèses pour 5 disparitions. Première hypothèse, l'accident. Un tragique concours de circonstances. Un feu qui a pris une avance insurmontable, aidé par des matériaux inflammables, consumant tout. Mais elle bute sur l'absence de reste. Deuxième hypothèse, l'opportunisme criminel. Un incendie criminel pour régler un compte camouflé en accident. Mais pourquoi viser une famille modeste? Et pourquoi aucun motif clair, aucun bénéfice? Troisième hypothèse, la vendetta. Une menace politique mise à exécution. Punir Georges Soder là où cela ferait le plus mal. Mais enlever les enfants? Pourquoi ne pas simplement tuer tout le monde? Quatrième hypothèse, l'enlèvement planifié, le feu comme diversion. C'est la plus complexe, mais c'est celle qui explique tout. Le feu rapide, les lignes coupées, l'échelle enlevée, l'absence de corps. La vie a continué, mais pas pour les Soder. Ils vivaient dans une petite maison qu'ils ont fait construire sur les ruines même de l'ancienne. Georges a transformé son chagrin en une enquête obsessionnelle. Il a passé sa vie à écrire des lettres, à suivre des pistes, à interroger des voyageurs. Ils ont érigé un panneau immense, juste au bord de la route 16. Un panneau avec les portraits des 5 enfants, Maurice, Martha, Louis, Jenny et la petite Betty. Et cette question en énormes lettres rouges. Où sont nos enfants? Chaque jour, des milliers d'automobilistes la voyaient. Une accusation silencieuse contre l'oubli. Et puis, les indices sont arrivés, comme des échos lointains. Un chauffeur routier a affirmé avoir pris en stop, le matin même de l'incendie, un homme nerveux avec plusieurs enfants somnolents, près de Fayetteville. Les descriptions correspondaient vaguement. Une lettre anonyme, postée de l'étranger, affirmait que les enfants étaient en vie, bien traités, mais qu'il valait mieux ne pas les chercher. Et puis, il y a eu la photo. En 1967, 22 ans après l'incendie, une photo arrivée par la poste sans adresse d'expéditeur. Elle montrait un jeune homme d'une vingtaine d'années, costume sombre, regard sérieux. Au dos, une inscription. Louis Soder, je me porte bien. Une écriture maladroite. Jenny Soder, en la regardant, a pleuré. Elle a juré que c'était son fils, vieilli. Les experts, eux, ont haussé les épaules. Illusion, coïncidence. Moi, j'ai grandi, je suis parti de Fayetteville, mais parfois, la nuit, je repense
à ce cri étouffé dans le feu. Était-ce un cri de terreur face aux flammes ou un cri étouffé par une main au moment où l'on arrachait un enfant à son lit? Le panneau est resté debout pendant des décennies, un monument à l'injustice et au doute. George et Jenny sont morts, sans réponse. L'affaire est officiellement close. Un accident. Point final. Mais laissez-moi vous proposer une dernière hypothèse. Et si les enfants devaient être enlevés, précisément à cause des idées de George, pas pour le punir par la mort, mais pour le faire taire d'une manière plus cruelle, en lui volant ce qu'il avait de plus cher et en lui laissant l'insoutenable doute. Sont-ils morts? Ou sont-ils quelque part à ne plus savoir qui ils sont, élevés dans l'idée que leur père les a abandonnés? Un effacement, pas physique mais existentiel. Transformer 5 enfants vivants en fantômes et laisser leurs parents errer dans un cimetière sans tombe. Cela expliquerait le soin mis à ne laisser aucune trace, à faire du feu un nettoyeur parfait. Pas un meurtrier, mais un complice. Le feu ne ment pas, disions-nous. Mais on peut le faire mentir. On peut l'utiliser pour écrire une histoire qui cache la vérité. 5 enfants. Une maison réduite en cendres, 0 trace humaine. L'affaire Soder est une équation avec trop de variables manquantes, officiellement résolue. Mais elle ne l'a jamais été dans le cœur de ceux qui ont regardé les flammes cette nuit-là et dans l'esprit de ceux qui, comme vous maintenant, connaissent l'histoire. Car le feu détruit, oui, mais il ne consume pas les questions. Elles restent, comme une fine poussière noire sur la conscience. Et vous, si vous aviez été là, ce matin du 25 décembre 1945, à regarder George et Jenny fouiller ses cendres, encore chaudes avec leurs mains nues, auriez-vous cru à la simple malchance d'un poêle qui surchauffe? Ou auriez-vous senti comme un froid au fond de l'estomac que certaines vérités ne brûlent pas, elles se cachent et attendent?